Bonsoir. Mon nom, c'est Michael Palumbo. Je suis hématologue-oncologue. Je travaille à l'hôpital général juif et là, je suis directeur associé du département des jeunes adultes atteints du cancer. Alors, c'est les patients entre 18 et 40 ans qui sont atteints du cancer. On est un département qui travaille spécifiquement avec eux. Je travaille aussi à l'hôpital Santa Cabrini. Juste pour vous dire aussi que je suis aussi un survivant du cancer. Je voulais remercier le groupe Rose de m'avoir demandé de présenter aujourd'hui. Il y a deux sujets que je vais présenter. Un, c'est quoi l'oncologue? Et la deuxième présentation que je vais donner, c'est les effets secondaires à long terme des traitements pour le cancer. On trouve que c'est surtout les effets secondaires à long terme pour les adolescents et jeunes adultes, c'est très important. Puis on veut que de plus en plus, on veut que les gens soient au courant de ces problèmes-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour. Alors, la première présentation, je vais commencer avec c'est quoi exactement un oncologue. Alors, en général, on peut dire qu'il y en a 4 différents types d'oncologues. Il y a un oncologue médical, il y a un hématologue-oncologue, il y a aussi des oncologues qui sont spécialisés dans la radiation et des chirurgiens oncologues. Ça, c'est des chirurgiens qui ont fait de la formation spécifiquement pour traiter les cancers. Pour qu'est-ce qu'il y a de l'oncologue médical? En général, c'est des oncologues qui vont donner la chimio ou l'hormonothérapie ou immunothérapie pour traiter les tumeurs solides. Tant que l'hématologue va traiter plutôt les cancers qui sont spécifiquement pour le sang, alors la leucémie, la lymphome, etc. En général, les hématologues oncologues et les oncologues médicaux, ils ont quasiment le même rôle, c'est-à-dire ils vont traiter les patients, souvent avec la chimio, hormonothérapie, etc. Et ils vont jouer un rôle très long, en fait, avec le patient. Ça va être un rôle ça va être une bataille qu'ils vont faire ensemble contre le cancer. On est impliqué dans quasiment tous les cas, non seulement les patients qui ont eu un diagnostic, mais aussi les cas des patients qui n'ont pas de diagnostic, mais on suspecte qu'il y a un cancer. Et dans ces cas-là, on va aider et demander pour certaines investigations pour qu'on puisse savoir exactement c'est quel type de cancer. On est aussi de plus en plus impliqué avec l'équipe génétique pour déterminer c'est quoi la façon de traiter un jeune adulte qui possiblement a des génétiques qui le donnent très susceptible pour avoir un cancer. Mais ça, c'est une évolution qui vient de plus en plus. Pour faire un diagnostic au niveau du cancer, en général, ça prend plusieurs. Ça peut être des tests comme des CT scans, TEP scans, résonance magnétique, des mammographies. Mais en général, en fait, pour faire un diagnostic absolu, ça prend un tissu, ça prend une biopsie. Et il faut savoir exactement c'est quel type de cancer qu'on a. Et il faut savoir les caractéristiques de ce cancer-là. Alors, chaque cancer est différent d'un patient à l'autre. Et il faut qu'on sache exactement les caractéristiques pour le traiter comme il faut. Alors, un cancer du sein, c'est pas seulement un cancer du sein. Puis, ça peut changer avec l'âge, ça peut changer même avec nationalité ou la race du patient, etc. Il peut y avoir des différences importantes. Les traitements qu'un oncologue va donner, on peut les généraliser en 3 types. Il y a du néoadjuvant, adjuvant et le maintenance, ou qu'est-ce qu'on appelle la palliative, le traitement palliatif. Le néoadjuvant, c'est que quand, mettons, par exemple, moi je traite souvent les cancers du sein. Alors, s'il y a un cancer du sein qui est très grand, que les ganglions sont impliqués, que le chirurgien dise, écoute, ça va être une chirurgie énorme qui va avoir des conséquences importantes au niveau pour la patiente, souvent, on va donner la chimiothérapie avant qu'on fait la chirurgie. Ça va être en néoadjuvant. Alors, on veut diminuer la masse, on va diminuer les quantités de ganglions qui sont impliqués pour améliorer la pronostic et pour améliorer pour avoir une meilleure chirurgie, si on peut. Ça, c'est néoadjuvant. Dans adjuvant, ça, c'est après la chirurgie. Fait que, encore une fois, si je donne un exemple d'un cancer du sein, on enlève la masse, peut-être les ganglions aussi, mais là, qu'est-ce qu'on veut faire? Les chances que le cancer retourne. Et en faisant ça, en donnant la chimiothérapie ou possiblement l'hormonothérapie, on réduit les chances que le cancer va retourner. Mais on n'a pas peur. Souvent, les patients vont me dire, si j'ai un récidive local, je peux la traiter. Mais ce n'est pas la récidive locale nécessairement qu'on a peur, c'est un récidive à distance. Ça veut dire que si le cancer du sein
à trouver une façon de se rendre dans le sang, dans les ganglions, et trouver une façon de se rendre au cerveau, aux poumons, aux os, au foie. Ça, c'est le problème. On veut diminuer ça, on veut diminuer les chances que le cancer va être capable de faire ça en donnant une chimiothérapie ou une hormonothérapie adjuvante. Il faut comprendre qu'une fois un cancer atteint un autre organe, dans un sens devient métastatique, la chance de guérison est très, très peu. Pour qu'est-ce qu'il y a la troisième, le maintenance. Bon, le maintenance, souvent on parle aussi de palliative. Ça, c'est souvent quand un patient, malheureusement, développe ou se présente avec des métastases. Encore une fois, un exemple, un cancer du sein avec des métastases au cerveau ou au niveau du foie. Souvent, la guérison n'est pas un objectif ou n'est pas vraiment atteignable pour ce patient-là. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne la chimio ou l'hormonothérapie, d'autres traitements, pour prolonger la vie le maximum possible. C'est une bataille constante avec le cancer à ce moment-là. Surtout que le cancer devient résistant, on doit changer le traitement et voir si on peut gagner un peu d'espace. Les thérapies qui existent, bon, on a les thérapies qui existent, qui sont données particulièrement par un oncologue ou un hématologue, sont ceux ici. Alors, il y a la chimiothérapie standard. La chimiothérapie standard, qui quand même est très effective pour certains cancers, n'est pas très spécifique pour un cancer. C'est-à-dire, oui, mettons, on a des différents chimios pour traiter le cancer du côlon versus le cancer de l'ovaire versus le cancer du sein. Mais ces chimiothérapies-là, même s'ils sont un peu plus effectifs pour chacun de ces cancers, ça n'attaque pas le cancer. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que ça attaque les tissus normaux aussi. En fait, en général, les chimios standards vont attaquer n'importe quelle cellule qui se reproduisent rapidement. Alors, souvent, les cellules qui produisent les cheveux, les ongles, les cellules de l'estomac vont se reproduire rapidement. Et d'abord, on peut avoir des secondaires importantes avec ces chimios-là, comme la perte de cheveux, les nausées, vomissements, la diarrhée, etc. L'autre traitement qu'on donne souvent, c'est l'hormonothérapie. Ça, c'est parce que il y a un bon pourcentage dans le cancer du sein, par exemple, leur cancer exprime le récepteur d'estrogène. Alors, on utilise l'hormonothérapie pour bloquer et pour diminuer les chances que le cancer va proliférer parce qu'il y a moins d'accès à l'hormone de l'estrogène. Un autre, les thérapies qui deviennent de plus en plus intéressantes, c'est la thérapie ciblée et l'immunothérapie. La thérapie ciblée, on utilise déjà ça, encore une fois un exemple, le cancer du sein. À peu près 10% des cancers du sein vont exprimer un récepteur sur la surface qui est appelé HER2. Ce récepteur-là n'est pas vraiment exprimé ailleurs, dans le corps. Alors, on utilise un anticorps qui attaque spécifiquement ce récepteur sur la surface pour attaquer les cellules cancéreuses et pour les tuer. C'est un médicament qui a beaucoup changé la prognostic du cancer du sein. Aussi, c'est un médicament qui a très peu d'effets secondaires parce qu'on est plus ciblé. Alors ça, c'est un exemple d'une thérapie ciblée. L'immunothérapie, c'est quelque chose qui est sorti depuis 5-10 ans. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus populaire. L'immunothérapie, c'est on donne un médicament qui active ou qui donne une certaine puissance à ton système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses. À ce moment, on a, pour certains cancers, comme dans le cancer du sein triple négatif, on a des très bons résultats. Ça veut dire que le cancer qui n'exprime pas le récepteur d'estrogène et qui n'a pas le récepteur de HER2, l'immunothérapie a une efficacité quand même assez importante dans les études préliminaires. Mais c'est quelque chose vraiment qu'on pense qui va changer le futur du cancer, l'immunothérapie. Après ça, il y a aussi d'autres traitements comme la radiothérapie, radiofréquence qui est utilisée aussi, et les chirurgies. Les oncologues et les hématologues ont une responsabilité importante. Souvent, on a beaucoup de patients dans les cliniques, mais en même temps, on ne veut pas seulement traiter le cancer, il faut qu'on traite le patient. Le patient peut avoir plusieurs difficultés, ça peut être des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux. C'est un moment très difficile pour le patient. Alors, c'est important que le médecin essaye de gérer tout ça. C'est sûr que le médecin peut pas avoir besoin de l'aide. Et on a besoin des psychologues, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, etc., pour
améliorer le soin au complet du patient. Si jamais, on espère que ce n'est pas le cas, mais si jamais tu as besoin d'un rendez-vous avec un oncologue, c'est bon de vous préparer aussi. Mais c'est bon, si vous allez vous préparer, vous pouvez lire un peu sur les cancers, etc. Sur des sites web quand même qui ont des informations fiables. Ça, il y a plusieurs sites au Québec aussi, Colombie-Britannique, aux États-Unis. Peut-être je peux donner des exemples après. Oui, la Fondation québécoise du cancer, c'est un très bon site qui peut vous donner plus d'informations. Il y a aussi le NCCN, il y a le BCCA et le GOC. En tout cas, il y a plusieurs sites qui peuvent vous donner des informations, puis vous pouvez écrire les questions. Une chose avec les patients, c'est que souvent, ils veulent comprendre tout ce qui se passe dans la première réunion avec l'oncologue. L'oncologue était en école pour à peu près 8 ans avant qu'il soit capable de traiter le cancer. Et même là, ils ne connaissent pas tout. Et ils ne comprennent pas nécessairement votre maladie au complet. Alors, il ne faut pas penser que vous allez comprendre tout ce qui se passe à ce moment. Il faut être aussi patient avec ton oncologue et éventuellement, vous allez travailler ensemble pour mieux comprendre la maladie. C'est difficile à dire qu'est-ce qui va arriver dans le futur, mais en travaillant ensemble, c'est un bon partenariat avec d'autres professionnels, les infirmières, les physiothérapeutes, les psychologues, etc. Ça peut aller bien. Ça, c'est ma première présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, OK. Ça, c'est la deuxième. Alors, là, je vais vous parler un peu des effets secondaires des traitements du cancer. J'ai déjà donné cette présentation il y a à peu près 1 an à des survivants de cancer et aussi des patients qui étaient en train d'être traités. Et ils m'ont dit, quand ils m'ont demandé de donner cette présentation, ils m'ont dit de parler de radiothérapie et chimiothérapie. Tu vas voir aussi, je vais vous parler un peu de chirurgie. Parce que souvent, on oublie que la chirurgie est très importante au niveau psychosocial pour les patients. En tout cas, je vais présenter ça. Mais peut-être vous n'êtes pas au courant, mais aux États-Unis, chaque année, il y a à peu près 700 000 patients entre l'âge de 15 et 39 ans qui sont diagnostiqués avec le cancer. On pense que d'ici 2022, il y aurait à peu près 18 millions de survivants du cancer aux États-Unis. Quasiment tous ces patients-là vont avoir besoin de la chirurgie, chimiothérapie ou possiblement la radiothérapie aussi. Ça fait beaucoup de survivants. Récemment, il y a un rapport qui est sorti de l'American Society of Clinical Oncology qui a dit qu'on a diminué la mortalité des cancers en général d'à peu près 25% dans les dernières 15-20 années. En même temps, tous ces patients-là, un grand nombre vont avoir des conséquences de les traitements qu'on utilise. Et il faut penser à ça. Si on regarde les différents types de cancers que les jeunes adultes peuvent avoir, bon, ils peuvent avoir n'importe quel cancer que quelqu'un de plus vieux ou un enfant peut avoir. C'est sûr que la lymphome, c'est probablement le plus fréquent. Le mélanome aussi. Le cancer ici, le cancer génital pour l'homme, c'est le cancer de la testicule. Il y a aussi des cancers génitaux pour la femme, le cancer thyroïde. Et finalement, on passe aussi à le cancer du sein qui est à peu près 5%, cancer digestif qui est à peu près 4%. Je dois vous dire que moi, dans mon clinique de les adolescents en jeunes adultes, je vois plutôt le cancer du sein et les cancers digestifs. Le lymphome, c'est un autre médecin qui s'en occupe, mais le cancer de la testicule, je vois aussi, mais la guérison, c'est quasiment 90% pour le cancer de la testicule ces jours-ci. Alors, c'est très bien. Et même pour certaines lymphomes. Mais au niveau du cancer du sein, cancer digestif, la pronostic pour les patients qui sont jeunes est plus mauvaise. Et on ne sait pas exactement pourquoi. C'est peut-être la biologie du cancer ou la biologie du tumeur. Mais c'est quelque chose qu'on note comparé à la lymphome et le cancer de la testicule. Le cancer du sein et digestif, à un jeune âge, a l'air d'être plus agressif. Il y a la question, pas seulement la biologie du cancer, mais aussi la question que, est-ce que ça prend plus de temps d'avoir un diagnostic? Mais même à ça, même quand on voit des
des petites tumeurs au niveau du sein à une jeune femme de 21 ans, on voit en général que la prognostic, en général, est plus pire. Alors, les 3 différents traitements qu'on utilise en général, je n'ai pas marqué ici immunothérapie, mais de plus en plus, ça va venir. Mais là, on va parler un peu de chirurgie, chimiothérapie et radiation. Pour la chirurgie, comme j'ai mentionné tantôt, à peu près 70% de patients qui ont reçu une chirurgie, qui ont eu une chirurgie pour un cancer, se sont différents. Et moi, j'ai marqué ici disfigured. Très important à comprendre ça quand on a des patients dans le bureau. L'impact, c'est important. On voit beaucoup plus de dépression, d'anxiété dans ces patients-là. Ils disent souvent que c'est les patients qui ont eu une chirurgie au niveau du visage ou au niveau des membres inférieurs ou membres supérieurs, mais en même temps, même un cancer du sein a un très grand impact sur une jeune femme. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pour ce qu'il y a d'autres types de problèmes qu'on voit dans les survivants du cancer, bien, pas seulement les survivants, ceux qui sont en train d'être traités, mais aussi à long terme les survivants. On a des problèmes un problème de cognition ou cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils mentionnent ou on voit qu'ils ont des problèmes de mémoire et aussi ils ont des problèmes de faire plusieurs activités multitasking ou plusieurs activités en même temps. De plus en plus, on sait qu'on doit faire quelque chose, on doit étudier ça plus, on doit savoir comment réagir contre ces problèmes-là, mais on ne sait pas exactement. Premièrement, on n'a aucune façon de vraiment de faire un test, de voir à quel niveau les problèmes de cognitive sont là. C'est-à-dire, on n'a aucun test standardisé pour vraiment mesurer la sévérité du problème. Si on regarde les études qui parlent de ces problèmes cognitifs, on parle de cancer du cerveau, là, c'est à peu près 90% des patients qui peuvent se plaindre de ces problèmes. Mais quand même, on peut comprendre, si vous avez une chirurgie au niveau du cerveau, vous avez la radiation au niveau du cerveau, vous avez la chimiothérapie en plus, c'est quelque chose, on s'entend qu'il peut avoir des problèmes. Pour la leucémie, jusqu'à 30% des patients peuvent se plaindre, souvent parce qu'on utilise une radiothérapie au cerveau pour diminuer les chances de récidive de la leucémie dans le cerveau. Mais qu'est-ce qui fait surprenant un peu, c'est que dans le cancer du sein, à peu près 50% des patients vont se plaindre de ce type de problème-là. Et on pense qu'on ne donne pas la radiothérapie au cerveau dans le cancer du sein si ce n'est pas nécessaire, mais on pense que c'est la chimiothérapie, c'est qu'un des chimios qui est plus effectif pour le cancer du sein, c'est aussi un peu neurotoxique. Ça peut causer des parasthésies, ça veut dire de la perte de sensation dans les mains, les pieds, mais on pense que peut-être aussi il y a un impact au niveau cognitif éventuellement. Les études suggèrent que pendant la chimio, ces problèmes cognitifs-là, on appelle ça chemobrain, c'est le plus pire pendant la chimio et qu'éventuellement, avec le temps, ça va s'améliorer. Mais on voit aussi qu'il y a peut-être un autre temps dans le futur, mettons une autre descente ou une autre chute de mémoire, peut-être plus tard, peut-être associée un peu avec l'âge. Mais c'est quelque chose encore qu'on ne comprend pas très bien et que de plus en plus on veut étudier. Qu'est-ce qu'on peut faire des interventions? Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose dans la littérature qui dise que ça aide à 100%. Le behavioral intervention, c'est-à-dire de faire des manœuvres de compensation, ça veut dire, alors si vous ne pouvez pas vous souvenir des choses, de les écrire et de les relire souvent, ça c'est une méthode de compensation. Faire de l'exercice, brain training program, ça existe, mais on n'a aucune étude qui vraiment montre que ces choses-là marchent. La fatigue chronique, ça c'est quelque chose qu'on voit dans à peu près 90% des patients qui sont sur la chimiothérapie et jusqu'à 50% des patients après qui ont terminé la chimiothérapie, même plusieurs années plus tard, ils peuvent se plaindre d'une fatigue chronique. Quand même, un médecin qui voit beaucoup de patients, il va dire tout le monde est fatigué. Mais le problème, c'est que souvent, ça peut être beaucoup plus intense dans les patients qui ont eu un cancer et qui ont eu la chimio ou la radiothérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour? Encore une fois, très difficile parce qu'on n'a aucune méthode standardisée vraiment de voir c'est à quelle sévérité. Récemment, ASCO, l'American Society of Clinical Oncology et NCCN, ont dit qu'on devrait commencer à évaluer ça de façon plus importante. C'est sûr qu'on devrait évaluer pour une cause biologique, ça veut dire la thyroïde qui ne marche pas bien, etc., peut-être un niveau de cortisone qui n'est pas correct. Mais la plupart du temps, ces choses-là sont bien. Et il y a certaines études qui suggèrent que la thérapie cognitive
exercice et aussi des choses comme yoga et acupuncture peuvent être un peu utiles. Mais encore une fois, ce n'est pas très clair. Des problèmes endocrines, ça j'ai déjà mentionné ça, il peut y avoir des problèmes de la thyroïde, il peut y avoir des problèmes au niveau de la pituitaire, au niveau du cerveau, peut causer, ça c'est surtout dans ceux qui sont moins de 15 ans, moins de 18 ans, peut avoir des problèmes au niveau de la croissance après. Alors ça c'est quelque chose à noter. Mais on pense aussi que certains patients qui ont reçu la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent être plus à risque de faire, mettons, l'ostéoporose dans le futur. Alors c'est quelque chose à surveiller régulièrement. Des problèmes cardiovasculaires. Ça, encore une fois, en note, et je vais mentionner ça plus tard aussi, mais c'est une des complications qui tue beaucoup de survivants du cancer. Alors, l'athérosclérose en plaques précoce, l'hypertension qui n'est pas bien contrôlée, cholestérol augmenté, c'est des choses qu'on peut voir peut-être un peu plus précoces dans les survivants du cancer qui ont eu la chimio et la radiothérapie. Pas seulement la chimio, mais aussi la radiothérapie. S'il y a une implication au niveau du cœur, ça peut avoir un impact. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, c'est une bonne surveillance, exercice, et ne pas fumer, et de suivre avec ton médecin régulièrement. Il y a une complication en particulier, ça c'est la défaillance cardiaque complète. Ça arrive avec 2 ou 3 médicaments dans le cancer qu'on traite, dans 2 ou 3 chimios. Un, c'est doxorubicin, qu'on utilise souvent dans le cancer du sein, et l'autre, c'est Herceptin. Le prognostic de ce cas-là avec le doxorubicin est beaucoup plus pire que celui-là avec le Herceptin. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on surveille régulièrement. En général, c'est pendant le traitement qu'on va avoir une défaillance cardiaque importante. C'est à peu près moins de 1% des patients, mais quand ça arrive, surtout avec le doxorubicin, il n'y a pas vraiment une façon de renverser l'effet. Ça, c'est différent comparé à Herceptin. Herceptin, éventuellement, le cœur peut s'améliorer. Alors, c'est des choses quand même qu'il faut prendre en note. Les problèmes respiratoires, plus rares, on a quelques chimios qui peuvent causer des problèmes respiratoires. En particulier pour le cancer de la testicule, le bleomycin, même si on est capable de guérir à 90% des cancers de la testicule, le médicament bleomycin qui est très important pour ce cancer-là, en moins de 1% des patients peuvent avoir des complications importantes et même mortelles au niveau des poumons. Certains patients, jusqu'à 5-10% peut-être, peuvent avoir aussi des complications à plus long terme. La neuropathie périphérique, ça j'ai déjà mentionné ça un petit peu. Souvent, on voit ça dans le cancer du sein avec le Taxol et le Taxotere qui sont 2 des médicaments les plus souvent utilisés pour le cancer du sein. Le problème, la neuropathie périphérique, c'est qu'au début, on peut commencer à perdre la sensation au niveau des doigts, des mains et au niveau des pieds. Éventuellement, ça peut causer même des douleurs et éventuellement même une faiblesse. C'est quelque chose à surveiller avec ton médecin pendant le traitement. En général, une fois que le traitement est complété, les effets secondaires vont améliorer, mais il y a certains patients, 2-3%, qui peuvent vivre avec ça long terme. Qu'est-ce qui est important, c'est de surveiller pendant le traitement et de ne pas donner trop de ces médicaments-là pendant le traitement. Il y a certains de ces médicaments-là, comme oxaliplatin, qu'on utilise pour le cancer du côlon, que même après qu'on l'arrête, ces problèmes-là de neuropathie peuvent devenir plus sévères pendant plusieurs mois après qu'on a arrêté le médicament. La fertilité, quelque chose qui implique beaucoup les jeunes adultes. On était surpris, il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que jusqu'à 2/3 des patients entre 15 et 40 ans, il n'y a personne qui lui parle de fertilité, des problèmes de fertilité pendant qu'ils sont en train d'être traités pour un cancer. C'est sûr et certain, le cancer est très important de le traiter, etc., mais en même temps, on a les capacités maintenant de congeler le matériel de fertilité, les œufs, les spermes, et ces gens-là devraient avoir des consultations à ces places-là, les centres de fertilité. Le dernier sujet que je vais mentionner, c'est le deuxième cancer. La leucémie aiguë lymphoïde, qui était quasiment à 100% mortelle dans les enfants il y a à peu près 30 ans, et la maladie d'Hodgkin's, qui était aussi 100% mortelle il y a à peu près 30 ans dans les jeunes adultes et dans les pédiatries.
Aujourd'hui, on est à peu près 80-90% des patients, on peut les guérir. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que certains traitements qu'on utilisait il y a 20-30 ans augmentent les chances d'avoir un deuxième cancer, un différent cancer. Alors, dans le passé, on utilisait la radiation à haute dose et sur une région très grande pour traiter la maladie d'Hodgkin. On voit maintenant qu'une jeune femme, moins de 20 ans, qui était traitée comme ça, les chances d'avoir un cancer du sein augmentent à peu près 40 fois, 20 à 30 ans plus tard. Alors, on a noté ça, on change nos traitements, on essaye de changer les traitements, on essaye de changer les chimiothérapies, mais ça va prendre beaucoup d'études, beaucoup de temps, parce que les cancers, les deuxièmes cancers, ne vont pas nécessairement venir tout de suite. Ils peuvent venir 20 à 30 à 40 ans plus tard. De plus en plus, la radiothérapie maintenant est de plus en plus ciblée, surtout pour la maladie d'Hodgkin et aussi pour le cancer du sein. On essaye de vraiment traiter la région impliquée au lieu de traiter une plus grande région qu'on faisait avant. Les chimiothérapies aussi, on utilise des chimios qui sont, on espère, causent moins de toxicité envers ce problème-là des deuxièmes cancers. Pour le cancer du sein, malheureusement, un des médicaments les plus effectifs, quand même, peut causer une leucémie à long terme, moins de 1% des patients, mais en même temps, on ne peut pas éviter ce médicament-là pour le moment. Mais éventuellement, on espère d'avoir quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients? Pour les patients, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bonne suivi avec ton médecin, ne fumez pas, utilisez la crème solaire, faire les images nécessaires à votre âge et de suivre proche avec ton oncologue. Surtout les jeunes femmes qui ont reçu la radiation à un très jeune âge, au thorax, pour un sarcome, pas nécessairement pour le cancer du sein, pour un sarcome, pour une maladie d'Hodgkin, ils devraient avoir des mammogrammes à un plus jeune âge. Alors, ça, c'est ma présentation. Je voulais mentionner que s'il y a des patients qui ont des questions, il y a toujours, comme je dis, la Fondation québécoise du cancer, ils ont un site web que vous pouvez aller chercher des informations là-dessus. Il y a une ligne téléphonique aussi. Est-ce que tu veux que je mentionne le numéro? Oui. Fait que c'est 1-800-363-0063. Et ça, c'est en général pour tout le monde. Il y a aussi un autre portail sur un site web qui est un peu plus spécifique pour les jeunes adultes entre 15 et 39 ans. Ça c'est Cancer, C-A-N-C-E-R, 15-39.com. Et il y a plus d'informations là-dessus. C'est ça. Alors, encore une fois, je remercie l'équipe Rose. Et, bonne soirée.